Paul Biya, Paul Biya en danger. Mais en même temps, on nous dit que Paul Biya est en train d'arriver et on l'attend donc. Et Paul Biya, où es-tu? Il semble qu'il est dans l'avion. Paul Biya est dans l'avion. Tout le RDPC est debout. Famandongo est bel et bien là. Paul Biya est en train de voler avec les ailes, tel un ange. Il est en train d'arriver dans un avion tout blanc. Oui, mais cet avion, c'est comme s'il montait au paradis. Paul Biya, va-t-il arriver au pays? Si oui, dans quel état? Jacques Famandongo et compagnie et toute la grande artillerie mobilisée pour accueillir Paul Biya. Le voilà dans les nuages, comme Mobutu qui descendait de ces nuages-là pour arriver sur terre. Et il revenait comme ça, nous enlever de l'enfer. Paul Biya, où es-tu? Paul Biya, me voici, mais sauf que nous guettons encore l'avion. Maison, rentre à la maison, depuis que tu es parti, je n'arrive plus à dormir. Depuis Bon, on écoute le professeur. dans l'avion. Paul Biya où? Paul Biya Chantal Biya. Le professeur Augustin Conchou est en train d'accueillir Paul Biya. Il va coucher là-bas. Notre président Et de retour. Notre président. Alors, confiez-nous quelque chose. Est-ce que le président que vous avez connu, c'est quelqu'un de travailleur ou alors, comme Paul vous Biya dites, fait c'est travailler. un pantoufle Calmez-vous, loin de calmez-vous. son corps? Non, c'est ça que vous dites. Dans les quartiers, vous dites qu'il joue au Songo. Oui. Je peux vous dire que non. Moi, je vous ai dit, j'avais une valise. Quand j'ai envoyé ma valise, D'argent. le lendemain, elle me revenait. Même s'il y avait un dossier dessus. Elle me revient avec des notations. Oui, Avec ces notations, il traite ses dossiers. Je peux même vous dire, puisque vous dites que c'est un président qui se balade partout, que quand il est à Genève, il travaille plutôt pour le pays. Il rencontre des gens. Il traite les dossiers. C'est ce que les gens ne savent pas. Moi, j'allais à Genève avec les dossiers du Cameroun, le rencontrer. Les gens ne savent pas ça, que le président travaille constamment. Il travaille constamment. Et Il est plus à l'aise pour travailler à Genève que... Non, je ne dis pas qu'il est plus à l'aise pour travailler à Genève, mais je dis même quand il est à Genève, il travaille. Ouais. C'est ce que la plupart des Camerounais ne savent pas. Paul Biya, il faut donc monter avec les valises pour aller à Genève. Ça, c'est le professeur Owona qui nous raconte une telle ânerie. Paix à son âme. Je ne voudrais pas être méchant envers ceux qui sont déjà partis, même s'ils ont voulu nous faire croire que Paul Biya était un véritable Dieu. La question aujourd'hui, c'est que Paul Biya a donc travaillé quoi depuis qu'il est parti? Qui l'a vu? Quel dossier a-t-il signé? Alors que le pays ne bouge pas. Alors qu'aujourd'hui, on voit plutôt, il a abandonné un palais de 200 milliards pour aller s'installer à Genève. Genève est-il devenu le siège? Est-elle devenue le siège des institutions? Non. Paul Biya aujourd'hui ne plus reconnaître
un certain nombre de choses, c'est plutôt renier même les paroles de Paul Biya. Paul Biya est celui-là qui nous avait dit que nul n'est indispensable, qu'il est un serviteur, que le Cameroun n'est pas sa propriété privée, qu'il passera, le Cameroun restera. Quelle est donc cette affaire qu'on puisse faire de Paul Biya un homme éternel? Quelle est donc cette façon de vouloir croire que Paul Biya est immortel et qu'il ne va jamais et que ce sont les autres qui veulent l'envoyer en enfer? Mais non, Paul Biya lui-même, revenant au Cameroun en 2004, avait déjà parlé de sa mort. Ce n'est donc pas nous qui parlons de sa mort. C'est lui-même qui l'avait déjà évoqué. Et il avait donné rendez-vous. Et à un moment, il donne rendez-vous et il disparaît des radars. Il est normal de le lui rappeler et surtout de savoir qu'un président ne ment pas. Surtout un vieillard, quand il vous dit quelque chose, c'est prémonitoire. Si un vieillard vous dit « mon heure est arrivée », cela veut dire qu'il a déjà parlé avec les ancêtres, qu'il a déjà vu qu'il est arrivé à la fin de son travail et qu'il vous demande de vous préparer. Un vieillard ou un homme sage ne parle pas par hasard. Il vous donne d'abord des premiers messages. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un testament. Paul Biya a déjà donc fait son testament. Et quoi qu'il arrive, chaque Camerounais doit admettre aujourd'hui qu'à 92 ans, il est normal qu'on se demande, est-ce qu'un président est encore compétent? Est-ce qu'il a encore des forces de pouvoir travailler? Si oui, peut-il diriger un pays de 30 millions d'habitants avec des valises que José Momola porte? Regardez Paul Biya lui-même. Écoutez-le. Nous faisons des efforts pour développer l'économie. Le pays est stable. Nous n'avons pas que des services. J'invite les Camerounais à redoubler de vigilance pour conserver leur stabilité mentale, leur stabilité politique. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Et bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Oui. Nous passerons. Hein? Le Cameroun restera. Reprenons. Reprenons. Nous sommes tous des fils de ce pays. Oui. Nous l'aimons. Oui. Et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Et puis? Nous passerons. Et? Le Cameroun restera. Je n'ai pas bien entendu. Répétez, Monsieur le Président. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons. Et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Voilà. Nous passerons. Le Cameroun restera. Merci. Au suivant. Au suivant. J'ai dit qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il en est de la santé du chef d'État. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Ton chien est où là? Vous allez comprendre. Reprends. Vous allez comprendre que c'est la brindille qui verse la marmite. Et qui est la brindille a versé la marmite. Reprends la philosophie là. Je n'ai pas la communauté va accumuler des fortunes démentielles. Sur le corps, voilà. J'ai dit qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il en est de la santé du chef d'État. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Ouais. Vous allez comprendre. Alors vous allez comprendre que c'est la brindille qui verse la marmite. La brindille verse la marmite. La marmite au coco de Vous allez la communauté va accumuler des fortunes démentielles. Ignorons maintenant. Vous prenez quelqu'un qui est en santé,
bon, non. Calmez-vous, calmez-vous. Le voilà qui est en train de passer par l'avion. Ne parle pas. Ok. Bon, c'est bon. C'est bon. Calmez-vous. Je viens avec la bonne nouvelle. Calmez-vous. Au-delà de ces pleurs, devrait-on dire que Paul Biya est encore là pour 100 ans? Bien malin qui pourrait croire en ça. Et de quoi souffre Paul Biya? Le Cameroun est dans une situation où le chef de l'État refuse de communiquer sur son état de santé. On dirait qu'on est dans l'Antiquité. Paul Biya, il faut le dire, a eu toujours souvent à poser des actes pour disparaître, réapparaître comme un Jésus, un Messie. En 2011, avant chaque élection d'ailleurs, depuis un certain temps, il organise un grand marathon. Et il faut se dire que ce marathon de 2011 l'avait déjà conduit en Chine. En 2018, quand les gens croyaient qu'il ne peut pas sortir, on se souvient que Paul Biya était allé jusqu'à Maroua. Ces apparitions, c'est pour montrer à la communauté nationale et internationale qu'il est encore capable. Et en 2025, Paul Biya s'est donc dit, il lance le même marathon. Paris, sans pour autant oublier qu'il a en Chine 14 heures de voyage, où il a dû prendre de la recharge comme il n'en pouvait pas. Et je l'ai dit, cela a créé des conditions et surtout des effets secondaires pour un homme de cet âge, sans oublier déjà que Paul Biya a des problèmes de cœur. Les problèmes de cœur de Paul Biya avaient déjà été détectés même dans les années 97. Mais ce n'était pas très grave. Et en 2015, Paul Biya a été malade. Encore beaucoup malade. Et c'est en ce moment-là que non seulement le journal Le Monde avait révélé qu'il avait des problèmes cardiaques, mais aussi avait dit que Paul Biya avait été opéré en mars 2015 du cancer de la prostate. Cette fois-ci, Paul Biya s'est retrouvé non seulement avec les effets secondaires, mais aussi avec cette histoire qui l'accable, qui le dérange depuis fort longtemps. Paul Biya, même si on dit que c'est pour se reposer, il faut savoir qu'il a subi, contrairement à ce que Mondayolo dit, une opération chirurgicale. L'opération chirurgicale de ce cancer lié à la prostate. C'est pas le cancer lié à la prostate. Les spécialistes vous diront qu'il y a une différence
entre l'hypertrophie de la prostate et le cancer de la prostate. Parce que le cancer de la prostate, c'est déjà une inflammation. L'hypertrophie de la prostate, il faut savoir que ça peut commencer aux alentours de 45 ans, 50 ans. On peut vous diagnostiquer ça. Et bien évidemment, il y a 2 voire 3 types de traitements sans aller à l'opération. Et ce n'est pas forcément parce qu'on a l'hypertrophie de la prostate qui, bien évidemment, peut arriver à tout homme. À partir de 45 ans, ce n'est pas pour ça que vous avez directement le cancer. L'hypertrophie de la prostate, commençons d'abord. C'est justement, quand on parle de la prostate, c'est tout homme qui a d'abord la prostate, il faut se le dire. La prostate, c'est une glande située en dessous de la vessie. Et cette glande intervient dans la production du liquide séminal. Et pour être moins scientifique, on dira que c'est à partir de ce liquide qui fluidifie ou qui aide plutôt les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, c'est ça qui permet à l'homme de féconder la femme, ou plutôt l'ovule. Si donc un homme n'a pas de prostate, il ne peut jamais être fécond. Il ne peut jamais avoir un enfant. Donc, la prostate, ce n'est pas en elle-même une maladie. C'est une glande. Mais cependant, quand elle enfle, là, on parle de l'hypertrophie prostatique. Et cette hypertrophie prostatique peut donc être guérie, soit en rabotant, et généralement, c'est une opération qui peut prendre tout simplement 30 minutes. 30 minutes. Mais ça se fait sous anesthésie générale. Cette opération, bien évidemment, peut aussi être lorsqu'on souffre de l'hypertrophie de la prostate, on peut dire qu'elle est bénigne. Et il y a des présidents qui ont eu cette opération, qui ont longtemps survécu. Parce que l'hypertrophie n'est pas le cancer de la prostate, n'est pas l'inflammation de la prostate. Je peux prendre par exemple le président François Hollande. En 2011, il a été diagnostiqué avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il est passé sous anesthésie et jusqu'aujourd'hui il vit. Ça c'est François Hollande. Donc nous avons encore un exemple de ça, puisque d'ailleurs, selon les statistiques, on vous dit que minimum 65 000 personnes sont opérées, rien qu'en France, d'hypertrophie de la prostate. Ça, c'est l'hypertrophie. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit du cancer, c'est autre chose. Et c'est donc le journal Le Monde qui a été le premier à révéler cela. Paul Biya n'a pas communiqué, ni le gouvernement. Mais les conséquences, aujourd'hui, peuvent être les mêmes. Parce que le cancer de la prostate peut être aussi très fulgurant. Le cancer peut, au moment où il est déjà opéré, ça peut, en fonction de vos critères, en fonction de votre organisme, vous pouvez tenir 14, 15 ans. Comme par exemple François Mitterrand. Mais il faut savoir que dans cette histoire avec Paul Biya, c'est que forcément on ne communique pas parce qu'on veut rendre Paul Biya comme un immortel. Or, il y a déjà de l'âge. Et il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'arriver et qui font aujourd'hui que sa santé soit fragilisée. Il n'existe pas un homme qui soit plus fort que toutes sortes de microbes et de maladies. Et ce que le Cameroun est en train de vivre risque d'être la conséquence de ce que peut-être nous avons vécu au niveau de la Côte d'Ivoire, où on voyait que Houphouët-Boigny qui était atteint du même cancer. Mais on n'a fait que cacher,
finalement, ça a entraîné la Côte d'Ivoire dans une crise incroyable. Le cancer de la prostate, ou même seulement le cancer, et les maladies des chefs d'État sont souvent communiquées au public. Parce qu'un chef d'État, contrairement à ce que Atanganji nous dit, un chef d'État n'a pas de vie privée. C'est une institution, comme lui-même dit donc. Mais une institution, ça n'a pas de vie privée. Il faut savoir qui est en train de diriger et comment est-ce que cette personne peut conduire un État. La France, par exemple, parce que Paul Biya s'est dit le meilleur élève de la France. On va prendre le cas du président Georges Pompidou. Georges Pompidou est arrivé au pouvoir, je crois, en 1969. Mais lorsqu'il arrive, dans leur famille, on disait que les gens vivent très longtemps, qu'ils ne sont jamais malades. Et d'ailleurs, ils n'avaient jamais été hospitalisés. Il en rigolait jusqu'à ce que, curieusement, on va déceler un cancer. Lorsqu'on va déceler ce cancer, lui-même, il sera le premier à dire « Je suis foutu ». D'autant plus que c'était une sorte de cancer, comment on appelle ça, ou hémorragique, quelque chose comme ça. Mais, à part ce cas, où il avait eu à cacher la maladie, ça créait des ennuis, même à la France. Pourquoi? Parce que lorsqu'on découvre ça, il venait à peine de commencer. Et dans de telles conditions, il ne pouvait pas donner toutes les forces pour diriger un pays comme la France, surtout qu'en 1973, il y a par exemple le choc pétrolier. Il est obligé de s'élever, de chercher des solutions. Et c'est là qu'il va créer la loi Mesmer. Mesmer, c'était justement le Premier ministre, où il décide de venir avec les centrales nucléaires, de construire les centrales nucléaires. Mais là, en tant que chef d'État, il devait être au front, alors qu'il était malade. Son fils le savait, parce que son fils était professeur de biologie. Son fils est professeur de biologie. Alors, Pompidou, avec les médecins, ils ont mis quelque chose, un protocole, pour qu'ils puissent au moins survivre. Et son objectif, c'était de finir son mandat. Son mandat qui devait se terminer en 1976. Mais allez voir l'histoire de Georges Pompidou. C'est-à-dire que non seulement il ne parvenait pas à pouvoir maintenant tout assurer, mais il avait commis la même erreur que Paul Biya. C'est-à-dire, il avait décidé de voyager pour la Chine pour aller voir le président. Alors, il avait aussi voyagé pour aller voir Brejnev. Quand il est revenu, il était fatigué. On lui a prescrit du repos. On lui a même dit de limiter non seulement les voyages, mais aussi le travail. Or, en France, un président, ça travaille. Ça fait des conseils de ministres. Et du coup, il était obligé de venir parfois faire des conseils de ministres. Le dernier conseil de ministres qu'il fait d'abord, qu'il fait d'ailleurs, c'était en mars 1974. Non seulement il dit à son médecin et à son fils, il faut que je tienne jusqu'en 1976. Mais par la suite, il part dans sa maison pour se reposer à Aubervilliers, pas Aubervilliers, Aubervilliers, donc dans le 78. Il avait des saignements, il avait de la fatigue, il ne parvenait plus. Mais on manquait que le président essaie, le président. Finalement fatigué, le 1er avril, il rentre à Paris, il appelle son fils, il appelle ses médecins. Il dit, je n'en peux plus. Et c'est là où il appelle. Il fait venir son Premier ministre.
il va lui donner les codes nucléaires qui est au niveau de sa chaîne. Le lendemain, il dit merci à ses médecins et il dit à son fils, dans notre famille, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait souffrir sur le lit. Chez nous, on se couche et on meurt étant vieux. Malheureusement, il est mort au moment où il ne s'attendait pas, où la France ne s'attendait pas. Et à partir de cet instant, lorsque la France découvre que le président vient de mourir, c'est là où on va demander que les présidents français, qu'ils commencent au moins à donner leur bulletin. Pour ne pas se prendre. Parce que ça a failli déstabiliser. D'autant plus que exactement ce que vous voyez actuellement au niveau du palais d'Etoudi, ou bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé en France. Parce qu'il y a eu des clans et des luttes de pouvoir incroyables entre le Premier ministre, Mesmer, sans pour autant oublier Chaban Delmas, et le président n'en pouvait plus parce qu'il n'avait pas de force. Si la France a sombré sous Georges Pompidou, alors que c'est une grande démocratie, si la France a connu une période où d'ailleurs aussi, dans le combat aussi, dans la même lutte des clans, il y avait Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi, il était de l'autre clan. Combien de fois le Cameroun? Pourquoi Paul Biya ne peut pas se retirer pour aller se soigner calmement? Pourquoi Paul Biya veut laisser le Cameroun dans une instabilité? Et puis, pourquoi Paul Biya ne déclare pas exactement combien d'années il lui reste? Puisque les médecins lui ont déjà dit. Ou combien de jours? Ou combien de mois? Il y a plein de gens qui oublient que Paul Biya devrait, à son âge, penser à l'avenir du Cameroun. Et non tout simplement avoir un seul plan. Mourir au pouvoir. Le cancer, ça vous laisse assez de temps. C'est-à-dire le cancer de la prostate. Ça vous laisse assez de temps. Et d'ailleurs, François Mitterrand a eu beaucoup de temps. Parce que vous vous rendez compte que il est élu en 1981. 6 mois après, on découvre, c'est-à-dire que Mitterrand a le cancer. Lui-même ne le savait pas. 6 mois seulement après son élection, François Mitterrand, son médecin, c'était Claude Bougler. C'est lui qui va faire ce qu'on appelle la scintographie. Parce que François Mitterrand va déclarer devant les journalistes qu'il ressent un peu mal là ou bien au niveau des vertèbres. Et il dit que lui, il est en parfaite santé, qu'il éternue souvent un peu, ce n'est que ça, et que comme il joue au golf, c'est ça qui a créé ce mal-là. Donc, lorsqu'on va refaire des examens, surtout que lui-même, il promet au peuple français que ce qui est arrivé avec Pompidou ne devrait plus continuer à arriver en France. Donc, il promet que tous les 6 mois, il va publier ses bilans de santé. Bien évidemment, il a publié ses bulletins de santé jusqu'à ce qu'on a découvert, finalement, qu'il avait ce cancer-là. On va le découvrir quand? Il va faire des examens cliniques le 20 mai 1992. Oh non, non. Oui, 92. Et par la suite, c'est là où il va révéler plus tard, il va révéler que non. Voilà ça.
François Mitterrand s'est battu avec le cancer de la prostate. Il a été opéré parce que le médecin au départ ne voulait pas trop vite dire, il voulait un peu camoufler jusqu'à publier des bulletins par Paris-Match et par d'autres journaux que non, tout va bien, il n'y a aucun ci et cela et tout et tout. Mais jusqu'à ce que, après avoir publié ces examens-là, François Mitterrand sera hospitalisé le 12 septembre 1992. Et là, il est opéré. Alors qu'avant, on disait les bulletins sortaient et tout et tout. Quand il est opéré, il va attendre 4 mois pour lui-même venir déclarer que voilà ce que j'ai. Le médecin donnait à François Mitterrand 3 mois. Maximum 3 ans. Mais on peut vous dire qu'il a vécu avec son cancer pendant 14 ans. Et quand il allait se faire opérer, ou bien quand il allait à l'hôpital, il utilisait les sobriquets, tels que Xavier Parmentier, tels que Plot. Voilà les sobriquets qu'il utilisait. Mais tout le monde savait que voilà le président qui est hospitalisé. Il a suivi cela, mais en même temps, il a beaucoup souffert. Parce que vers la fin, François Mitterrand était obligé seulement de dormir chez lui en pyjama et il ne descendait que pour présider les conseils des ministres le mercredi. Regardez Paul Biya aujourd'hui. Il a présidé un conseil des ministres quand? Comment? Depuis 2015, on ne voit plus les conseils des ministres. La dernière fois, on a vu le Conseil supérieur de la magistrature suprême vouloir siéger. On n'a pas vu Paul Biya. On a vu plutôt une projection de Paul Biya. Comment donc il peut diriger un tel pays? Les Mitterrand, ils ont réussi. Mitterrand a réussi jusqu'au deuxième mandat. Mais il a souffert. Il faut voir ce que le médecin raconte sur la souffrance de Mitterrand. Mitterrand est mort avant 80 ans. Mais Paul Biya aujourd'hui 92 ans. Comment il veut mettre les gens dans la même situation où on avait Mugabe, que les gens étaient en train de produire comme wow, on ne peut pas, Mugabe il est fort et tout. À l'âge de 93 ans. Et il voulait encore continuer. Est-ce que vous avez vu l'anniversaire de l'ancien président américain, Jimmy Carter? Il fêtait ses 100 ans. 100 ans plutôt. 100 ans. Mais regardez ce qu'était Jimmy Carter. Jimmy Carter a réussi à atteindre 100 ans. Mais les 100 ans ont démontré que aujourd'hui, il a une bouche ouverte, il n'est plus conscient. Lui n'a fait qu'un mandat. Et vous voulez prendre Paul Biya comme un super homme? Vous voulez prendre Paul Biya comme une barre de fer? Vous voulez prendre Paul Biya comme étant celui qui est le seul capable de conduire le Cameroun alors que nous sommes aujourd'hui dans des problèmes et que nous ne voyons pas le bout du tunnel qu'il nous avait promis? Paul Biya, quoi qu'on dise aujourd'hui, ne peut pas avoir ce temps de pouvoir encore faire des voyages, de pouvoir travailler ne serait-ce que 3 heures par jour. Paul Biya ne peut plus avoir cette énergie. Paul Biya ne peut pas dire, ou ce que vous êtes en train de dire, que c'est lui seul qui doit diriger le Cameroun.
Les gens qui attendent qu'il rentre, ils oublient une chose. Paul Biya peut rentrer. Mais vous allez applaudir, mais vous applaudissez qui? Vous allez faire la même erreur qu'au Zaïre. Mobutu, lui, aussi souffrait du même cancer de la prostate. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le 22 août 1996, Mobutu est opéré en Suisse. Plus exactement, au centre hospitalier universitaire vaudois. Quand Mobutu est opéré, eh bien, les ministres ont commencé à faire le balai diplomatique pour dire que Mobutu s'en sortait bien, que c'était magnifique. Et d'ailleurs, Mobutu recevait encore des personnalités. Il disait qu'il travaillait là-bas. Il disait qu'il faisait ceci et cela. Et tout le monde disait, oh, vous avez dit, oh, Mobutu est fort, oh, l'homme léopard, oh, ceci et cela. François Fillon était venu au Cameroun. Et on lui avait posé la question, comment va Mobutu? François Fillon avait menti que Mobutu se porte comme un ange qu'il est en train de suivre un traitement et qu'il n'y a pas de danger. Alors que la presse disait, attention danger, attention danger. Cette opération, même si elle a réussi, mais avec les dégâts, parce qu'il y avait déjà les métastases osseuses au niveau de ce cancer de la prostate. Les spécialistes avaient dit à Mobutu, il est temps que toi-même tu fasses la transition. Mais on a passé le temps à montrer Mobutu qui, après avoir été hospitalisé, on a commencé à dire qu'il est en train de rentrer. Oh, dans une semaine. Oh, le ministre de la Communication dit, oh, de la semaine prochaine. Alors, l'autre dit, oh, laissez les oiseaux de mauvaise augure, les gens qui sont antipatriotes, ils ont dit ceci et cela. Le chef de l'État, il est en train de travailler. Sauf que Mobutu, bien évidemment, il avait un palais à Lausanne. C'est là-bas où il était installé. Et il recevait des gens. Or, son visa finissait fin août. On était obligé de supplier justement la Suisse de prolonger son visa jusqu'en fin novembre. Pourquoi fin novembre? C'était pour laisser qu'il ait un peu de force pour voyager. Si Paul Biya n'avait pas subi cette opération, si les médecins laissaient, Paul Biya serait déjà rentré au Cameroun. C'est les médecins qui ont dit à Paul Biya, stop, tu ne peux pas rentrer, comme ils ont dit à Mobutu. Mais Mobutu, comme Paul Biya, veulent toujours montrer que c'est nous qui sommes les hommes forts, c'est nous qui sommes les monstres de la forêt. Quelque temps après, Mobutu, puisqu'on avait prolongé son séjour, eh bien, le pays avait été déstabilisé. Parce que les rebelles avaient constaté qu'il n'y a plus de chef. Pendant que les gens qui étaient autour de Mobutu voulaient faire la lutte des clans pour récupérer le pouvoir, c'est là où Kabila avait fait une incursion en 1997. Mobutu est resté en Suisse pendant 4 mois. Mais pendant les 4 mois, la Suisse n'autorise pas que lorsque tu es hospitalisé, et surtout de cancer, que tu travailles. Dites-moi comment Paul Biya a fait pour travailler. La Suisse avait interdit à Mobutu et à tout dirigeant, lorsque tu viens pour des problèmes humanitaires, tu ne travailles pas. Et on avait dit à Mobutu, tu ne peux recevoir que ta famille et ton premier ministre. Et le médecin avait fait un rapport au Palais Royal pour dire que son patient continuait à vouloir travailler.
on lui a dit stop, tu t'arrêtes. Parce que on ne peut pas te soigner et tu continues à travailler. Qu'est-ce que Paul Biya est en train de travailler? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler alors qu'il est en train de vouloir récupérer? Alors qu'on est en train de vouloir tout faire pour qu'il puisse peut-être voyager pour arriver. Mobutu, quand il est arrivé aux Zaïre, mais les gens étaient partout dans les bordures de rue. Oh, il est venu. C'est comme peut-être on attendra aussi Paul Biya. Oh, Apato, oh, Yayato. Vous oubliez, je vous le dis. Mobutu a été opéré et il s'est déclaré guéri. Y compris la France, qui était entrée dans ce jeu-là pour rassurer la communauté internationale. Je vous dis qu'il a été opéré en 96. Il est mort quand? En septembre 97. Ça n'a pas tenu un an. Parce que c'est des soins qui peuvent t'accompagner, qui peuvent faire ceci, qui peuvent faire cela. Tout le monde peut mourir. Tout le monde va mourir. Comment donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'un homme de plus de 92 ans et d'autres présidents qui sont morts, mais qu'on continue à faire « Wow, non, il va revenir, il va faire ceci, il va faire cela ». Il n'a pas de capacité. Paul Biya, c'est terminé. Paul Biya est fatigué. Paul Biya ne peut plus travailler. Il vient uniquement pour se reposer. Et d'ailleurs, vous avez pu suivre le contre-amiral Fouda qui vous disait que il ne parvient même plus à arriver dans son bureau. On a déjà aménagé un bureau dans sa maison. Ça ne vous rappelle pas? Les autres? Ça vous rappelle un? Pompidou. Pompidou, on avait aménagé son bureau dans son appartement à Paris. Même chose pour François Mitterrand. Même chose pour Houphouët-Boigny. Quand on est parti avec Houphouët-Boigny d'ici, de la Suisse et consorts, il était vivant. On l'a ramené à Yamoussoukro. C'est-à-dire qu'il n'était plus au palais. C'est à Yamoussoukro qu'on a amené Houphouët-Boigny pour aller terminer sa vie. Comment nous, aujourd'hui, on est là, les ministres sont là pour dire que non, vous ne devez pas parler de la santé d'un chef d'État. Mais la santé d'un chef d'État, c'est même la santé de l'État. C'est l'État qui est actuellement malade. À la tête de l'État, c'est comme la tête d'un poisson. Si un poisson est déjà pourri par la tête, vous croyez que la nageoire va faire quoi? Le reste du corps va faire quoi? Si aujourd'hui, on est en train de vouloir renier les évidences, si aujourd'hui on refuse de voir ce qui s'est passé et de nous dire que guetter tout simplement l'avion, quel est ce pays? On a vu dernièrement, on dit, oh voilà Paul Biya qui peut-être est déjà arrivé. Mais avec un avion là, bombardier, Challenger 605, qui est parti de Nice, puis Bourget, et puis est parti atterrir à Yaoundé. Mais un avion qui a atterri à Yaoundé à 17h50 et qui rentre le jeudi 17 octobre, d'aucuns veulent même manipuler les gens pour dire que c'est l'avion de Paul Biya. Mais dedans, vous croyez que c'est cette qualité d'avion médicalisé que Paul Biya peut prendre? C'est vrai qu'il y avait 2 médecins à l'intérieur, il y avait un anesthésiste, il y avait une infirmière. Mais Paul Biya, même pour arriver dans cet état présentement là, il prend quand même des soins pour pouvoir aller avec une équipe bien solide et dans de bonnes conditions et arriver peut-être à une heure un peu indue. Le problème aujourd'hui, c'est que on
ne peut pas donner les paramètres à un chef de l'État. Il connaît déjà ses paramètres. Il connaît déjà ce qui lui reste. Mais on ne peut pas mourir avec un jeune pays. Oui, parce que quand je parle de jeune pays, le Cameroun n'est pas en tant que tel jeune pays, mais le Cameroun est constitué de jeunes. Mais on ne peut pas mettre en péril leur avenir. Il n'y a pas de constitution qui soit bien huilée de telle sorte qu'on sache qu'il y aura une belle transition. Puisque cette constitution est viciée, on ne saura jamais quand il y a vacances de pouvoir. Et bien plus, ceux qui doivent assurer la vacance, Paul Biya n'est parti prendre que des morts vivants. Ces morts vivants qui sont venus alors enterrer complètement le pays. Aujourd'hui, quand vous regardez Paul Biya marcher, mais Mobutu marchait mieux. On montrait les vidéos de Mobutu en train de marcher, en train de recevoir des ministres. Là-bas en Suisse, dans son domaine, dans sa villa, à Lausanne. Il est arrivé en marchant à Kinshasa. Il a salué des gens. Mais quelque temps après, il est parti mourir au Maroc. Le Gabon pourrait bien nous inspirer. Omar Bongo est mort de quoi? De cancer, non? Le 8 juin 2009. Mais qu'est-ce que le gouvernement, exactement comme celui du Cameroun, ils ont passé le temps à mentir, 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 mentir. Quand bien même la presse a commencé à dire que l'état d'Omar Bongo qui était parti du Gabon juste après l'enterrement de sa femme, c'est-à-dire que sa femme était morte aussi la même année, c'était en mars. Finalement, cancer. Il monte dans l'avion au début mai, plus précisément, je crois le 6 mai. Il arrive en Espagne. Les Sarkozy connaissaient déjà de quoi est-ce qu'il souffrait. Mais les Sarkozy, quand Omar Bongo avait fait installer à la présidence de la République, n'avait pas voulu qu'elle soit en France. C'est la même chose pour lui. Non, 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 en France, non, non, non. Ils ont laissé qu'il aille en Espagne, à la clinique Quiron. Mais les informations ont commencé à venir de là-bas que Omar Bongo est fatigué. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Le gouvernement faisait des communiqués. Et plus précisément, le Premier ministre. Eux tous étaient là, non, le président se porte bien, tantôt il est en train de se reposer, tantôt il est en train de travailler. Les mêmes choses. Parce qu'à cette époque, Bondayolo était ambassadeur du Cameroun au Gabon. C'est donc exactement la communication qu'avait utilisé le Gabon comme Bondayolo utilise pour tromper les populations, pour rassurer. Oui, on peut bien rassurer, mais au regard de l'âge, au regard des difficultés de Paul Biya à se déplacer, on a droit de s'inquiéter. Mais au Gabon, c'était aussi interdit de s'inquiéter. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les communiqués vont commencer à sortir, ou bien les petites dépêches, pour même dire que Omar Bongola est déjà dans un sale état, qu'il est même dans le coma. Et puis on va même dire qu'il est mort. Ça sort le 7 juin. Mais le gouvernement gabonais s'était levé. Tous là, comme un seul homme, avec Eigendo, pour aller en Espagne. Et plus précisément à Barcelone. Dans la clinique Quiron. Ils ressortent de là. Ils appellent la presse. Ils convoquent la presse. Ils vous disent que c'est les fake news.
On va déstabiliser le pays. Le Gabon a encore un chef d'État qui travaille, qui se repose. Il va revenir bientôt. Ah oui, dans les prochains jours. Ah oui, voilà ce vocabulaire-là. Et il va revenir bientôt, dans les prochains jours. Ne vous méfiez pas. C'est comme Pompidou, hein. Pompidou, à 2 jours de sa mort, il disait, ne vous méfiez pas, restez calme. Finalement, après avoir fait cette déclaration-là, les médecins ne pouvaient plus contenir l'information. Pas. Omar Bongo qui avait exactement à côté de lui sa famille, le directeur du cabinet civil, il avait finalement la fille, Pascaline Bongo, avait balancé le scoop aux médias que le président est mort. Et pourtant, le premier ministre venait de faire le discours pour insulter les médias. Qu'il a vu Omar Bongo. Il s'était tenu comme ça derrière la vitre. Il y a des présidents qu'on peut maintenir, et même des êtres humains simples, qu'on peut maintenir en vie même pendant un mois, avec des appareils. Il suffit juste qu'un membre de la famille donne le OK pour qu'on débranche et tout est terminé. Je ne dis pas que Biya est sous ces appareils-là. Mais je dis que son état, même s'il se lève, même comme on dit qu'il se porte trop bien, c'est de façon apparente. On ne peut pas dire que Biya se porte très bien. Non. Biya ne se porte pas très bien. Si quelqu'un vous dit que Biya se porte très bien, dites alors que Omar Bongo se portait aussi très bien. Que Houphouët-Boigny se portait très bien. Que Mobutu se portait très bien. Que tout ce monde-là se portait très très bien. Avec un cancer et surtout avec de l'âge. Quel être humain pourrait défier ça éternellement? Donc, finalement, dès qu'on a débranché Omar Bongo, c'est là où, et Yegandong, avec tous ces membres du gouvernement qui manquaient en Mondovision, ils lisaient des communiqués à la RTG, la radio-télévision gabonaise. Ils avaient fait interrompre les émissions pour dire une déclaration. Et Yegandong, je viens de voir le président, il se repose. Il est bien vivant. Tous ceux qui vous ont menti, hein, qui veulent la déstabiliser du Gabon, le président reviendra bientôt et tout et tout. Le même, il avait fui. Il ne pouvait plus faire des déclarations. On disait déjà au vice-premier ministre, à une dame que portez les habits comme les autres médias ont déjà commencé à annoncer. Vraiment, on va dire que oh, c'est terminé et tout et tout. Ils avaient déjà tous fui. Parce qu'ils veulent vous faire vivre dans des espérances, dans des rêves illusoires. Nous devons, en tant que Camerounais, surtout, cette nouvelle jeunesse doit se préparer à ce que demain ou après-demain, puisqu'on a perdu des gens qui étaient là avant, André-Marie Mbida n'est-il pas mort? Assal n'est-il pas mort? Il était aussi boulot, on disait qu'il était très fort. Et avant sa mort, rappelez-vous, un mois avant sa mort, on avait vu un éléphant défiler en pleine nuit. Je vous dis que Assal était l'ancien premier ministre du Cameroun. Mais on a vu cet éléphant-là. Et les boules savent qu'il y a certains signes que peut-être pour des patriarches, je ne dis pas que c'est exactement vrai. Mais il y a des signes qui disent quand même peut-être un monument de ce côté-là pourrait tomber. Parce que la dernière fois qu'on a vu l'éléphant là-bas au sud apparaître, c'était lors de la mort de Charles Salé. Je dis donc aujourd'hui, lorsque la médecine et même nos traditions nous envoient certains signes,
même se préparer. On peut quand même mettre, aujourd'hui, fortifier les institutions. Et surtout ne pas continuer à mentir. Préparer la succession. Que ce soit du côté de ceux qui chantent que Paul Biya est leur Dieu, ou encore du côté de l'opposition. Et surtout, il faut savoir aujourd'hui, c'est une évidence, il y a vacance de pouvoir. C'est vrai que Paul Biya peut réapparaître. On va applaudir. Mais, pour combien de temps? C'est vrai qu'il peut encore faire quelques actions sporadiques pour sacrifier quelques individus. C'est vrai qu'avec les marabouts qui sont arrivés, qui ont fait des rituels, qui ont fait ceci et qui, d'ailleurs, je vais en parler samedi, sont actuellement eux-mêmes en danger là-bas. On peut peut-être dire qu'il peut avoir des miracles. Mais même les marabouts meurent. Les plus grands magiciens meurent. Les plus grands sorciers meurent. Les chefs d'État meurent. Quand il est l'heure, ça ne sert à rien de pouvoir plonger tout le peuple dans le ravin. Les grands hommes préparent la succession, la relève. Les mauvais hommes ont juste une intention. Après moi, c'est le déluge. Qu'est-ce qu'on retiendra donc de Paul Biya? Celui qui a apporté non seulement la guerre au Nouveau, la corruption, Cameroun 3 fois champion du monde, les détournements et surtout des premiers ministres, secrétaires généraux en prison, les opposants en prison, tous les rivaux, même de son propre parti, en prison, la séquestration de la démocratie, l'évolution à reculons, où le Cameroun se retrouve sans eau, mais rien qu'avec les eaux, des enfants sacrifiés, avec des doigts coupés, broyés, avec du sang qu'on boit, au pays du diable, au pays des sacrifices, au pays du vampirisme et du satanisme, au pays où les vieux sont capables de pouvoir prendre tout le sang, l'âme des jeunes, pourvu qu'ils vivent, où ils ont laissé un pays pratiquement en friche, un pays qui naguère fut développé ou en voie de développement et qui aujourd'hui s'est éteint avec les pactes sataniques ne peuvent pas être signés au nom du peuple camerounais. Paul Biya a vécu son temps. Qu'il sacrifie les siens, lui, ses enfants, s'il le veut. Mais qu'il ne sacrifie pas tout le peuple camerounais et qu'il ne nous laisse pas dans une guerre civile, puisque nous en sommes presque au bord, avec le tribalisme qu'il a implanté, avec la division qu'il a eu à semer. Aujourd'hui, une nouvelle nation doit naître avec le pardon. Qu'il rentre au Cameroun, son pays, et qu'il commence à préparer sa retraite, et peut-être ces derniers jours, si jamais il a de l'énergie. Que les autres ne se vengent pas de lui. Qu'il ne fasse pas ce que lui, il a fait à Amadou Ahidjo, premier président, qu'il a nourri, qu'il a levé, qu'il a élevé, et qui
a légué le Cameroun à quelqu'un qui ne pouvait jamais gagner une élection. Que Paul Biya, à la fin de ses jours, qu'il ne rêve pas de mandat puisqu'il ne peut pas supporter 7 ans. Mais qu'il se dise qu'il est temps qu'il aille se reposer et non qu'il soit humilié comme son frère Mugabe qui à 83 ans fut aussi renversé, humilié avant d'aller mourir dans un pays étranger. Le chef d'État, les vrais, ne meurt pas à l'étranger. Les chefs d'État, les vrais, sont enterrés chez eux. Les chefs d'État, les vrais, ne vivent pas dans des hôtels, dans des palais à l'étranger, mais bien au village. Lorsqu'on est déjà un vieillard, lorsqu'on est un sage, on a le chasse-mouche en main et on transmet l'héritage, la sagesse aux générations futures. On devient le baobab où ceux-là qui sont encore plus jeunes viennent s'asseoir pour, comme l'arbre à palabre, l'arbre de la sagesse. Et il ne faut pas mourir comme ce baobab qui a perdu toutes les feuilles, toute sa verdure, qui a déjà un tronc totalement attaqué par les termites, mais qui continue à se croire le plus fort, le plus grand des arbres, avant de tomber suite à un petit vent qui va le balayer. Il ne faut pas mourir comme ce lion édenté qui ne peut plus chasser, qui devient plutôt la proie des renards, des autres fauves, ou même des oiseaux, des faucons, qui viennent plonger sur lui avec vengeance et surtout vidant son sang, laissant juste une carcasse. Les lions meurent dans la dignité et savent aussi léguer l'héritage à d'autres ayant plus de vigueur pour conduire la famille vers la chasse de nouveaux gibiers.